Ici Satou. Toute démarche administrative est toujours lourde. D'un autre côté, on dit qu'on peut facilement s'en sortir avec le soutien d'une personne influente, mais ce n'est peut-être qu'une légende urbaine inventée par des masses jalouses. Alors, c'est ça la capitale royale. J'ai posé une plaque de téléportation dans les montagnes avec vue lointaine sur la capitale royale et j'ai contemplé la ville baignée par la lumière matinale. Créer une école pour explorateurs n'était pas chose aisée en un jour, alors j'avais décidé d'aller d'abord aider Eleuthérina et les autres filles actuellement envoyées dans la capitale royale. Je les avais envoyées là-bas pour rechercher des produits populaires et une base commerciale potentielle, car les filles vivant dans les immeubles du centre-ville de Labyrinth City avaient besoin de gagner plus d'argent. Eleuthérina était également là pour prendre des nouvelles de son grand-père, le marquis Kelton, accusé de trahison. Si c'était une fausse accusation, comme elle le prétendait avec tant d'assurance, je me suis dit que je pouvais aussi l'aider. Je suppose que j'amènerai Tifalisa aussi, avant notre rencontre. J'ai enfilé la perruque blanche, l'uniforme militaire et le visage étranger qui me déguisait en Kuro. J'ai utilisé le sort de retour pour retourner à Labyrinth City. Et je suis allé au manoir du Lierre récupérer Tifalisa. J'ai la tête qui tourne. Seigneur Kuro, est-ce bien la ville que je crois? Les courts cheveux argentés de Tifalisa ondulaient au-dessus de ses épaules, une expression de surprise remplaçant l'expression habituelle de perspicacité sur son beau visage. C'est la capitale royale du royaume de Shiga. C'est la capitale royale? Mais c'est assez loin de Labyrinth City, n'est-ce pas? On peut dire ça. Ce n'est certainement pas aussi loin que Tokyo l'est d'Osaka. Je vois. Ma réponse directe semble à convaincre Tifalisa. Porte ça. Je lui tendis une des capes de transparence que j'avais trouvée dans la réserve de la salle du cœur de la cité, et elle l'enfila sans hésiter. Elle était certes transparente, mais je pouvais encore distinguer sa silhouette, comme j'avais pu voir à travers le sort d'illusion auparavant. Visiblement, la magie et les objets de ce genre ne fonctionnaient pas entièrement sur moi. Me vois-tu? Seigneur Kuro, tu es transparent. Ah, mon corps a disparu aussi. Calme-toi, j'aurais dû d'abord lui expliquer la cape de transparence. Après avoir pris un moment pour apprécier l'expression de confusion rare sur le visage de Tifalisa, la beauté habituellement calme, je la soulevai et utilisai « course céleste » pour me diriger vers la capitale royale. La capitale avait des portes orientées vers les 4 points cardinaux. Je choisis celle la plus proche de la cité labyrinthe et aussi la plus grande, la porte ouest. Elle était assez large pour une autoroute à 6 voies, et une longue file de personnes attendait d'y être admises. Nous avons atterri dans un endroit discret, enlevé nos capes transparentes et suivi des gens descendant d'une diligence jusqu'au terminus. Alors, on entre normalement par la porte? Bien sûr, j'ai fait un signe de tête à Tifalisa. En réalité, j'avais prévu de garder mes capes et de traverser le mur, mais Mara m'a indiqué une barrière invisible en forme de dôme autour de la ville, intitulée Barrière, capitale royale plus petit que Alarme plus grand qu'eux. J'ai donc décidé d'annuler. Par précaution, j'avais fabriqué de faux papiers d'identité à l'avance pour entrer dans la ville. Ils ne contrôlaient personne de trop près, sauf les marchands et les hommes armés, donc ça devrait être facile. Attends, toi, là, avec tes cheveux blancs. Nous étions presque passés aussi facilement que je l'espérais, mais un chevalier renfrogné m'a interpellé. Puis-je vous aider, sire chevalier? C'est moi qui pose les questions. Enlève ton masque et explique-moi ce que tu fais dans la capitale royale. J'avais oublié que je portais encore un masque qui me couvrait le haut du visage. Je livre ceci à un client, c'est tout. Retirant le masque, je pris l'épée enveloppée de tissu que j'avais demandé à Tifalisa de porter et la tendis au chevalier. Qu'est-ce que c'est que ça? Dès qu'il déballa légèrement l'épée à l'aspect antique, le chevalier sursauta. C'était l'épée magique à attribut lumière que j'avais trouvée dans le coffre au trésor du fou maître de zone d'Indrobium. Vous livrez une épée aussi belle à pied? À la demande du client. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous adresser directement à la femme du comte Riton. Comme le chevalier semblait méfiant, j'essayais de lui donner le nom d'une noble de la capitale royale. C'était visiblement une amie de la femme du vice-roi de la cité du labyrinthe, mais nous ne nous étions jamais rencontrés, et bien sûr, elle ne m'avait pas engagé pour livrer une épée magique. Ce n'était qu'un mensonge. L'épouse du comte Riton, je vois, vous pouvez passer. Le chevalier rendit l'épée magique et nous entrâmes. Ma compétence, fabrication, fonctionnait visiblement aussi bien que d'habitude. Plus grand que Titraki, coursier, Titraki, livreur, Titraki, contrebandier, seigneur Kuro. Et Tifalisa aussi, ça fait un bail, dame Eleuthérina. Grâce à ma carte, nous nous sommes dirigés vers l'auberge où Eleuthérina et les autres filles logeaient. L'endroit semblait plutôt normal. Le sourire d'Eleuthérina semblait faible. C'était peut-être mon imagination, mais elle était probablement contrariée par la situation avec son grand-père, le vicomte Kelton. Tout le monde va bien? Oui, seigneur Kuro. Les autres jeunes nobles et les 3 marchandes que je leur avais envoyées m'ont accueilli chaleureusement. Elles rayonnaient toutes de santé.
La vie dans la capitale royale animée semblait leur être favorable. Seigneur Kuro, voici nos choix pour le commerce des marchandises, et nous avons retenu 3 sites potentiels pour notre siège social. Excellent travail. Ils m'ont montré quelques échantillons de marchandises, qui semblaient toutes plaire aux explorateurs tapageurs de Labyrinth City. Ils avaient même contacté quelques entreprises intéressées par le transport. Il ne nous reste plus qu'à obtenir la licence commerciale. Eleuthérina hésita, sans doute pour ne pas paraître exigeante, puisque c'était moi qui devais l'obtenir. Désolé, mais je ne l'ai pas encore. Je vais demander à mon maître de se dépêcher. Attends encore un peu. Je vais devoir me déguiser en Anachi le héros ce soir et aller embêter le roi pour obtenir une licence. J'espérais finalement que les filles vendraient des choses comme mes épées magiques forgées à la main et mes moteurs à énergie céleste pour dirigeables aux nobles et à la famille royale. Pour l'instant, leurs préparatifs commerciaux semblaient bien se dérouler. Et as-tu découvert ce qui se passe avec le vicomte Kelton? Après avoir congédié les autres filles, j'ai parlé à Eleuthérina. Eh bien, voyez-vous, quand je suis allée voir mon grand-père, il était déjà. À en juger par son ton lourd, j'ai craint qu'il se soit suicidé, mais elle m'a expliqué qu'il avait démissionné de son poste de ministre militaire et qu'il était confiné chez lui. Est-ce une fausse accusation comme vous le pensiez? Oui. Eleuthérina a hoché la tête. Mais, a-t-elle poursuivi? Personne d'autre ne pouvait le prouver. Y a-t-il quelqu'un qui aurait intérêt à ce qu'il perde son poste? De nombreux nobles militaires, des entrepreneurs de la défense, etc. Oui. Le vicomte Kelton, toujours aussi patriote, avait apparemment rejeté tous les nobles ou commerçants qui tentaient de s'attirer les faveurs de mon grand-père par des pots de vin. Celui qui en profite le plus, c'est le comte Bopan, qui était vice-ministre militaire et aide de camp de mon grand-père, mais... Eh bien, cet homme est simple et honnête, presque à l'excès, alors on a du mal à l'imaginer comploter une chose pareille. Je vois, le commandant en second est donc un peu idiot. Alors peut-être que quelqu'un veut l'utiliser comme une marionnette? Pour ce qui est des nobles liés à l'armée, les seuls qui, à ma connaissance, pourraient tenter une telle chose sont le vicomte Nagua ou le baron Moss. Eleuthérina devait bien connaître les nobles de la capitale royale pour pouvoir trouver des suspects d'emblée. Cela me rappela Tolma, le frère cadet du vicomte Siemon, qui savait tout des nobles de l'ancienne capitale et de leurs relations. Vicomte Nagua et baron Moss, hein? Je consultai la carte et découvris qu'ils se trouvaient tous deux chez le vicomte Nagua. Dans la même pièce se trouvaient 3 autres nobles et un homme qui semblait être un marchand. Cela piqua ma curiosité, alors j'utilisai les sorts de magie spatiale clairvoyance et clairaudience pour voir ce qui se passait dans la pièce. Ce ne sera pas facile de vaincre Kelton. Oh, quelle conversation opportune. J'activai enregistreur d'images et enregistreur de son. Ces sorts enregistraient tout ce que je voyais ou entendais, y compris les informations obtenues grâce à des sorts comme clairvoyance et clairaudience. Dire que non seulement Sa Majesté, mais même le Premier ministre, qui l'affronte si souvent, l'empêcherait de démissionner. Quel est le problème? Il nous suffit de forger des preuves que la compagnie Norn commettait une fraude et de la faire chuter de son poste de fournisseur de munitions du gouvernement, sans que les alliés de Kelton ne s'en aperçoivent. Quoi? Et remplacer votre compagnie Godozo? Bien sûr, je veillerai à ce que cela en vaille la peine pour vous tous. Tout cela était logique, un marchand de munitions utilisait ses nobles ambitieux pour attiser les flammes. Plus grand que Titraki, voyeur, Titraki, connaisseur de la vérité, souvenez-vous, tout est ordonné par son Altesse. N'oubliez pas votre loyauté. Nous comprenons, bien sûr. Tiens, il y avait donc aussi des membres de la famille royale impliqués dans cette affaire? On dirait que vous aviez raison. Quoi? Je résumais mes conclusions à l'intention d'Eleuthérina, perplexe. Seigneur Kuro, pourriez-vous partager cette information avec mon grand-père? Non, je restai silencieux un instant, puis rejetai la demande d'Eleuthérina. Ce serait bien beau d'informer le vicomte Kelton de ce qui se passait, mais je ne devais pas faire irruption chez quelqu'un actuellement assigné à résidence. De plus, si la famille royale était impliquée dans tout cela, les choses allaient se compliquer. Attendez quelques jours pour prévenir le vicomte Kelton. Je parlerai à mon maître et lui demanderai de dire à la couronne ce que je viens de voir et d'entendre. On aurait dit que le roi et le premier ministre souhaitaient que le vicomte Kelton reste ministre des armées. Si je leur montrais ce que j'avais enregistré, ils pourraient probablement régler le problème, y compris le membre de la famille royale qui avait provoqué la situation. Honnêtement, j'ai regardé les points sur mon radar et j'ai poussé un soupir. Et vous qui écoutez, pas un mot de tout ça à personne. Compris? Oui, Seigneur Kuro, ont crié plusieurs voix à la fois. J'ai ouvert la porte, et les filles qui écoutaient de l'autre côté ont fait irruption dans la pièce. Ils s'inquiétaient sans doute pour Eleuthérina, ignorant tout par curiosité. Je prévoyais de rendre visite au roi ce soir-là, alors en attendant, Eleuthérina m'a fait visiter les boutiques potentielles. Avez-vous décidé du nom de notre entreprise? Un nom, En marchant, Eleuthérina a posé une question importante.
J'avais envisagé quelque chose comme Horn River ou Pen Press, mais j'ai décidé d'opter pour un nom typiquement japonais. En parcourant la liste de faux noms que Tifalisa m'avait donnée avec ordre des noms, j'en ai choisi un qui convenait. Et la société Eshigoya? C'était un nom classique pour les marchands dans les drames historiques, donc n'importe quel japonais devrait le reconnaître. De plus, cela semblait être le genre de nom qui me permettrait de traiter avec toutes sortes de personnes en toute impunité. Même si j'avais l'intention de gérer une entreprise honnête, bien sûr. C'est le nom d'un marchand avec qui vous travaillez, n'est-ce pas? On va utiliser sa licence commerciale, alors? Je fronçai les sourcils à cette question. Puis je me souvins, juste après les avoir secourus, je leur avais dit que j'enverrais un marchand portant ce nom, puis j'avais complètement oublié son existence imaginaire. Oh, désolé, Eshigoya est en fait l'un de mes rares pseudonymes. Ah, je vois, Eleuthérina accepta immédiatement mon excuse. J'étais curieux de savoir quel genre de personne elle prenait pour Kuro. Quoi qu'il en soit, quelque chose d'autre avait piqué ma curiosité en regardant autour de moi, alors je décidai de lui poser la question. Je vois beaucoup de gens vêtus de costumes étrangers. Oui, il y a beaucoup plus de weasel folk, de gens du continent occidental et d'autres marchands étrangers que lorsque j'habitais ici. Il y avait beaucoup plus d'étrangers dans le centre-ville et les bidonvilles ces derniers temps, d'après ce qu'elle m'a dit. Soudain, j'entendis un murmure dans la foule, et les passants fixèrent tous quelque chose de l'autre côté de la rue. Suivant leur regard, j'aperçus 3 hommes et femmes à cheval, vêtus des armures scintillantes des chevaliers sacrés. Les 2 hommes étaient équipés d'épées et de boucliers, mais la femme portait un fusil blanc, sanglé dans le dos, au design très fantaisiste. Il ne semblait pas équipé d'une lunette. C'est inhabituel. Une utilisatrice d'armes à feu? Vous ne la connaissez pas, Seigneur Kuro? Il s'agit de Dame Elmina, la 5e des 8 épéistes de Shiga. La femme avait une coupe courte et blonde, et ses yeux en amande semblaient bienveillants malgré son expression sévère. Elle n'avait que 27 ans, mais approchait déjà le niveau 50. Je me demandais pourquoi son rang était inférieur à celui du prince Charorik, membre des 8 épéistes de Shiga et 3e prince, alors que son niveau était supérieur. Peut-être à cause de son nom, utiliser autre chose qu'une épée affectait-il votre rang? Ma compétence, oui fine, capta la conversation du trio en armure. Avez-vous entendu parler du dragon apparu dans les montagnes du comté de Zetz, madame? Certainement. Il semble que Sir Torrel ait été envoyé pour s'en occuper. Bien sûr, ils ne peuvent pas utiliser un dirigeable contre un dragon, il est donc logique d'envoyer Sir Torrel, le chevalier dragon volant. Il y avait donc d'autres dragons vivants en plus du dragon noir à cheveux longs. Je l'envie, franchement. J'aurais aimé combattre un dragon, moi aussi. Vous êtes incroyable, Dame Elmina. À l'audace de l'épéiste Shiga, l'un des autres chevaliers sacrés la regarda avec admiration. J'imagine que les chevaliers sacrés sont aussi des accros au combat. Ils ne semblaient pas tous aussi avides de combat, cependant. L'autre chevalier sacré eut un faible sourire et changea de sujet. Dame Elmina, on m'a dit que vous étiez envoyée à Labyrinth City? Oh, oui, le temple Carrion a reçu une prophétie concernant une sorte de roi du désert, ressuscité, alors il m'envoie là-bas pour enquêter. Un roi du désert, est-ce un seigneur démon? C'est sur ça que je vais enquêter. Burke, Aim ou Ryuona aurait sûrement été plus à l'aise dans un désert que moi. Elle poussa un soupir, puis grommela contre quelqu'un qui était sans doute son supérieur. Sir Juleberg est si cruel. Désolé, c'est probablement parce que j'ai passé un contrat avec ce cœur de la cité. L'autant que les chevaliers sacrés soient hors de portée de voix, malgré ma compétence, oui aiguë, nous étions enfin arrivés à destination. Seigneur Kuro, c'est ce bâtiment au toit rouge. Eleuthérina désigna du doigt le premier candidat pour notre vitrine. Il était plus grand que je ne le pensais. Le terrain qu'il occupait était plus petit que celui de notre manoir à Labyrinth City, mais c'était un immeuble de 4 étages, probablement beaucoup plus grand. Il se trouvait à mi-chemin entre le centre-ville et le quartier des riches, l'endroit idéal pour un magasin. Nous pourrions aménager le rez-de-chaussée comme vitrine, le 2e étage pour les bureaux et le stockage, et les 3e et 4e étages comme logement. Il y a des écuries et un parking pour les calèches à l'arrière. Il n'y a pas beaucoup de place pour le stockage, donc une fois que l'entreprise sera plus grande, nous devrons peut-être louer un entrepôt bon marché dans la zone industrielle. Bonne idée, j'ai hoché la tête et Eleuthérina m'a montré les 2 autres candidats. Finalement, nous avons décidé de réserver le premier, car c'était l'emplacement et la taille idéaux. C'était plus cher que Labyrinth City, mais rien d'inattendu. J'ai donné l'argent à Eleuthérina pour qu'elle rédige un contrat pour le magasin et achète le stock initial. Ensuite, il était temps d'aller voir le vrai roi dans son château. Bonsoir, Votre Majesté. Déguisé pour la première fois depuis longtemps en Anashi, le héros aux cheveux violets, je me rendis dans la chambre privée du roi du royaume de Shiga. J'avais laissé une lettre dans son bureau cet après-midi-là pour prévenir de ma visite.
Pourtant, pour une raison inconnue, il n'y avait personne d'autre dans la pièce que le roi. Je pensais qu'il enverrait la doublure que j'avais rencontrée dans l'ancienne capitale et qu'il observerait depuis un endroit séparé, ou peut-être qu'il placerait ses gardes en alerte autour de la pièce, mais je me trompais. Certes, le Premier ministre et le chef des 8 épéistes de Shiga étaient dans la pièce voisine, mais cela me semblait encore un peu trop laxiste. Ça fait un bail, Nanashi le héros. Lorsque j'apparus à sa fenêtre, il m'invita à entrer sans broncher. Même sa voix était la même que celle de la doublure que j'avais rencontrée. Il devait être parfaitement informé de ma rencontre avec sa doublure dans l'ancienne capitale. Oui, eh bien, j'avais des affaires à faire dans le ciel et au-delà des mers du Sud. Alors, tu as été invité jusqu'aux cieux? Tu es vraiment un véritable héros du royaume de Shiga. Non, pas dans les cieux, dans l'espace. Oh, peu importe, ce serait difficile à expliquer de toute façon. Il m'avait nonchalamment reconnu comme un héros du royaume de Shiga, mais je l'avais ignoré. Sir Nanashi, votre ton est un peu différent d'avant, n'est-ce pas? Oups, à bien y penser, lorsque je m'adressais au duc et à la doublure du roi dans l'ancienne capitale, je n'utilisais que des phrases courtes comme Mia. Depuis, j'avais changé le ton de Nanashi pour celui d'un enfant impoli sous la tutelle d'Arisa afin d'éviter d'être associé à Satu, mais bien sûr, c'était différent de ce que le roi avait dû entendre de son double. Ah oui, j'étais fatigué d'avoir combattu le seigneur démon et le poisson monstre à l'époque, alors je n'avais pas envie de parler beaucoup. Grâce à ma fidèle compétence, fabrication, j'ai présenté une vague excuse. Je vois, pardon, mais pourriez-vous me montrer une fois de plus le véritable pouvoir de l'épée sacrée Clédiam celui? Oh, doute-t-il de moi? Oui, pas de problème. J'ai sorti l'épée sacrée en question de ma boîte à objets, lui ai donné la puissance magique appropriée et j'ai invoqué l'écriture. Plus petit que dense, plus grand que, l'épée s'est divisée en 13 lames et a plané autour de mon corps. Oh, le roi semblait sur le point de perdre la tête. J'espérais qu'il ne toucherait pas les lames activées, car ce serait une mauvaise nouvelle si je laissais un roi se blesser. Après qu'il m'ait observé quelques instants, j'ai pris la parole. Ça te va? Oui, merci, mais le roi semblait vouloir dire quelque chose. Qu'y a-t-il? Sir Nanashi, pourriez-vous me montrer son visage sous votre masque, ne serait-ce qu'une fois? Acceptant ma question, le roi fit une demande prudente. Bien sûr, mais seulement une seconde. Je suis timide, vous savez. Comme je m'attendais à ce qu'il me pose cette question, je portais déjà un masque de déguisement en dessous. J'avais même amélioré la technologie du masque spécialement pour cette visite. J'avais utilisé les techniques apprises dans la forêt de Bolénan pour y ajouter des circuits magiques inhibant la reconnaissance. J'avais également gravé des circuits similaires sur mon masque extérieur, afin de bloquer la plupart des pouvoirs de clairvoyance et de vision au rayon X. Qu'en penses-tu? Ne voulant pas me donner des airs, j'ai retiré le masque pour lui montrer mon faux visage. Comme le premier masque que j'avais confectionné pour Nanashi, celui-ci était inspiré de mon amie d'enfance, telle qu'elle aurait pu être au lycée. Oh, grand Dieu, hein? Le roi avait l'air si choqué que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Le visage de mon ami lui était-il si peu attrayant? Malgré tout, prier les dieux me semblait un peu excessif. Seigneur je veux dire, Seigneur Nanashi, pourrais-je par hasard vous demander de montrer également votre vénérable visage au Premier ministre? Seigneur, pourquoi me parlait-il comme s'il s'adressait à un supérieur tout à coup? Inutile de m'appeler Seigneur, Votre Majesté. Je n'aime pas me montrer aux gens, mais je suppose que s'il ne s'agit que du Premier ministre, ce n'est pas grave. Le Premier ministre n'avait pas le don d'analyse ni aucune capacité de perception, après tout. Votre générosité est profondément appréciée. Permettez-moi d'aller le convoquer. Le roi appela le Premier ministre depuis la pièce voisine. D'après mes notes Tolma, les informations sur les nobles que j'avais obtenues dans l'ancienne capitale, le Premier ministre était issu de l'une des 3 grandes familles nobles du royaume de Shiga, l'ancien duc Dux. Il avait transmis le pouvoir à son fils et était désormais le bras droit du roi dans l'administration. Pourtant, rien chez cet homme ne trahissait le faste qu'on attendrait d'une telle lignée. Il avait l'air du genre à se faire appeler général, un homme corpulent et musclé. L'éventail à la Zhuge Liang, serré dans une main charnue, ne lui allait pas du tout. Sa seule compétence au combat était la légitime défense, alors je ne comprenais pas comment il était devenu aussi macho. Vous êtes venu, Votre Majesté? Le Premier ministre semblait déjà au courant pour Nanashi, car il n'eut pas l'air particulièrement surpris en jetant un coup d'œil à mon masque. Le roi nous présenta brièvement avant de passer aux choses sérieuses. Seigneur Nanashi, si vous voulez bien. Le Premier ministre haussa les sourcils devant la politesse avec laquelle le roi s'adressait à moi. Et même je haussai les épaules et écartai mon masque pour leur montrer mon visage. Ourg, après un moment de silence stupéfait, le Premier ministre émit un cri encore plus alarmé que le roi, et des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Pourquoi diable réagissaient-ils tous les deux de façon aussi excessive? Mon ami d'enfance avait un visage plutôt ordinaire,
mais elle n'était pas particulièrement laide à mon avis, alors je ne pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit dans son visage qui puisse choquer autant ces gens. Au contraire, peut-être avait-elle l'air étrange selon les canons de beauté de ce monde, comme Lulu. Satisfaite, je levai le masque d'un air interrogateur. Votre générosité est grandement appréciée. Inutile d'être aussi formel, rappelai-je au roi, qui commençait à pleurer lui aussi. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais la maison de Dux sert le seigneur Yamato depuis avant la fondation du royaume. Étais-je censé le savoir? J'ai penché la tête, perplexe, en remettant mon masque. L'image du seigneur Yamato, gravée dans le trésor du fac-similé à l'époque de la fondation du royaume, est toujours conservée dans la salle des portraits de la maison Dux. La déclaration soudaine du roi m'a encore plus déconcertée. Certes, la mention d'un appareil photo magique avait piqué ma curiosité, mais je ne comprenais pas où cette photo du roi ancestral Yamato intervenait. Était-il simplement en train de se vanter? Seigneur Yamato, après avoir essuyé mes larmes d'un bras massif, le Premier ministre s'est soudain approché de moi comme pour m'enlacer, alors je me suis glissé prestement hors de sa portée. Calme-toi, Dux. Heureusement, le roi l'a arrêté lorsqu'il a essayé une seconde fois. M'avait-il appelé, Seigneur Yamato? Peut-être que le visage de mon ami d'enfance ressemblait à celui du roi ancestral Yamato? Si oui, quelle coïncidence. Je m'appelle Nanashi, je n'ai rien à voir avec le roi ancestral. Oui, je comprends. À en juger par vos expressions, absolument pas. J'avais l'impression qu'ils étaient convaincus que Nanashi était une réincarnation du roi ancestral Yamato. Mais pourquoi? Oh, les cheveux. Comme l'avait mentionné le roi mort-vivant Zen et Hayato le héros, les réincarnations naissaient souvent avec les cheveux violets. Il ne serait donc pas surprenant que le roi suppose que j'étais une réincarnation à cause de la couleur de ma perruque. Mais une réincarnation n'aurait sûrement pas le même visage, et tirer des conclusions hâtives sur la seule base de mon apparence ne semblait pas digne d'un roi et d'un premier ministre. Enfin bref, ce serait pénible d'essayer de le prouver alors qu'ils étaient si convaincus, alors j'ai décidé de les laisser penser ce qu'ils voulaient. Je leur ai tout de même demandé de ne pas me traiter comme le roi ancestral Yamato. Alors, ça vous dérange si on passe aux choses sérieuses maintenant? Mes sincères excuses, ô grand ANC. Seigneur Nanashi. Le roi commença à m'appeler « roi ancestral », mais se reprit. Devrais-je commencer par l'affaire du marquis Kelton ou celle de la licence commerciale? Probablement la première. Tout d'abord, un de mes serviteurs m'a demandé de blanchir un proche accusé à tort. Accusé à tort? Vous voulez dire? Le roi s'interrompit, mais il semblait comprendre ce que je voulais dire. Oui, le marquis Kelton est accusé de trahison. Il s'agit donc bel et bien d'une fausse accusation. Le Premier ministre hocha la tête. Devriez-vous vraiment me faire confiance aussi facilement simplement parce que je ressemble au roi ancestral? En voici la preuve. J'utilisais les sorts d'illusion et de parleur, liés aux sons et images que j'avais capturés avec l'enregistreur de son et l'enregistreur d'images via sortie de données, pour leur lire les enregistrements. Le débit de données étant trop lent pour la vidéo, j'utilisais des images fixes. Est-ce le légendaire trésor ancien, le cristal d'arrêt du temps? Non, c'est juste un sort. Il devait aussi exister un outil magique lié à la vidéo. Dux, j'espère que vous pourrez vous en occuper. Bien sûr, Votre Majesté. Ils seront traités avec la plus grande rigueur, conformément à la loi. J'avais le pressentiment que cela impliquerait une forme de violence, mais ce n'était pas à moi de contester le système judiciaire, alors j'ai décidé de leur laisser le soin de s'en occuper. Même si j'ignorais encore quel membre de la famille royale avait incité ces nobles, je me suis dit que le gouvernement pourrait enquêter sur les autres. Inutile de m'en mêler davantage. Merci beaucoup, Seigneur Nanashi. Je n'ai plus besoin de perdre un vassal précieux. Aurez-vous besoin de cette magie pour le procès? Non, pas tant que le Premier ministre et moi l'avons constaté par nous-mêmes. Je ne souhaite pas vous déranger davantage, Seigneur Nanashi. Il n'avait donc pas besoin de présenter de preuves aux suspects ni aux autres nobles? J'étais content de ne pas avoir à faire de travail supplémentaire, mais quand même. Je suis sûr que Kelton tremblerait s'il apprenait que c'est l'oncle. Le Seigneur Nanashi qui a blanchi son nom. Oui, c'est un fervent croyant au roi ancestral. Mais ce n'est pas moi, tu te souviens? Le roi ancestral dort dans le mausolée du cristal de rêve. Ah, mais bien sûr. J'avais presque oublié. Ils hochèrent tous les deux la tête avec exagération. Visiblement, quoi qu'ils disent, ils croyaient toujours fermement que j'étais le roi ancestral. Je décidai qu'il était inutile de continuer à les corriger, car c'était peine perdue. Quant à mon autre affaire, je veux commencer à vendre des objets magiques dans le royaume de Shiga, mais j'ai besoin d'une licence commerciale et tout le nécessaire. Pourriez-vous me contacter? Je m'en occupe immédiatement. Le roi acquiesça immédiatement. Il écrivit quelques lignes sur un formulaire officiel et y apposa le sceau royal. Au moins, c'était facile de faire ce genre de choses dans une monarchie. Les formalités administratives pour la licence commerciale prendront encore quelques jours,
mais ce document vous permettra de mener vos affaires sans problème en attendant. Sur ce, il me tendit le document signé. Merci. Pour une raison inconnue, ils sourirent tous les deux largement lorsque je les remerciai. Je ne savais pas si ce « merci » les touchait, mais il était probablement inutile de s'en inquiéter. Seigneur Nanashi, quel genre de produits comptez-vous vendre? Oh, principalement des outils magiques, des armures et quelques produits médicinaux. J'ai aussi quelques dirigeables pour notre produit phare. Des dirigeables, vous dites? Je répondis brièvement à la question du Premier ministre, mais le roi s'exclama, surpris par le mot « dirigeable ». Oui, je pensais vendre de grands dirigeables pour le transport et des petits pour un usage personnel. Mais à part un modèle de dirigeable de transport, je n'ai que des moteurs Skypower, il faudra donc un certain temps avant que nous puissions honorer les commandes. J'avais construit des dirigeables de transport comparables à ceux qui reliaient Labyrinth City à la capitale royale. Leur vitesse de croisière et leur vélocité maximale étaient à peu près identiques, même si les miennes étaient environ 40% plus grandes. J'ai pensé qu'une grande capacité de chargement serait un plus. Quant aux dirigeables personnels, je voulais surtout les populariser auprès des nobles afin qu'il ne soit pas rare qu'on me voie voyager librement dans les villes sous le nom de Satou. Personnel? Mais les dirigeables sont bien trop précieux pour être utilisés pour des réjouissances individuelles. Cela semble exagéré. Ce serait pratique si les seigneurs des autres régions pouvaient facilement se rendre à la capitale royale, n'est-ce pas? Certainement, mais avez-vous vraiment des moteurs à énergie céleste en si grande quantité? Oui, presque. Je ne voulais pas épuiser mes nageoires de poisson géantes, mais j'avais rassemblé une quantité considérable de matériaux pour fabriquer des moteurs à énergie céleste lors de nos voyages sur la route du sucre. J'avais bien plus de nageoires de bonitou et de narval que de poissons monstres ressemblant à des requins. Je nageais pratiquement dans les matériaux, sans jeu de mots. Le seul inconvénient était que les moteurs aériens fabriqués à partir des fines nageoires des thons et des narvals n'avaient pas la même puissance que ceux fabriqués avec les épaisses nageoires des poissons monstres. Il serait probablement impossible de fabriquer des moteurs aériens avec les premiers sans mon haut niveau de compétence, fabrication d'outils magiques. De plus, seuls les poissons monstres attaquaient les villes côtières, de sorte que les thons et les narvals n'étaient probablement pas des fournisseurs fiables de matériaux pour moteurs aériens. Puis-je vous demander combien vous êtes capable d'en produire, approximativement? Demanda le Premier ministre, un peu paniqué. Je dirais environ 5 des gros et 20 des petits. D'ailleurs, il faudrait une trentaine de petits dirigeables pour égaler la puissance d'un des grands. Plus importante encore, je m'inquiétais de savoir s'ils m'en donneraient la permission. Le roi et le Premier ministre semblaient tous deux plongés dans leurs pensées. Je ne voudrais pas vendre de la contrebande. Seigneur Nanashi, je suis terriblement désolé de vous dire cela, mais il n'est peut-être pas dans l'intérêt de la défense nationale de notre royaume que vous vendiez autant de dirigeables aussi facilement. Je comptais seulement les vendre aux nobles du royaume de Shiga pour l'instant. S'il vous plaît, prendre cette voix mièvre commençait à me faire un peu mal. Eh bien, je suppose. Je préférerais que vous donniez la priorité à la famille royale. Le roi semblait sur le point de m'accorder sa permission, mais le Premier ministre l'interrompit avec une condition. Il s'était comporté comme un fanboy des rois ancestraux quelques instants plus tôt, mais il avait maintenant l'air d'un véritable politicien. Si vous vendez des dirigeables, veuillez d'abord négocier avec la famille royale ou l'armée royale. D'accord, j'ai honte d'avouer que je ne reconnais pas cette expression. Est-ce un refus? Oh, pardon, cela signifie que j'accepte. Ainsi, j'avais obtenu l'autorisation de vendre des dirigeables dans le royaume. J'acceptais de leur offrir l'un des 5 grands dirigeables et recevrais en échange ma licence commerciale et un médaillon. C'était la version officielle, en tout cas, puisque c'était la compagnie Eshigoya qui vendrait les dirigeables, et non Nanashi le héros. Le médaillon qu'il comptait m'offrir était l'insigne d'un marchand agréé par la famille royale, afin de pouvoir l'utiliser dans mes relations avec les nobles. C'était une proposition du Premier ministre, qui craignait que je n'exhibe trop facilement des documents signés par le roi en personne. Au fait, ils affirmèrent qu'ils ne pouvaient pas déterminer la valeur du grand dirigeable sans le voir eux-mêmes. Ils iraient le lendemain voir l'exemplaire amarré à l'aéroport de la capitale royale. Ah oui, c'est vrai. À ce rythme, Satou ne pourrait toujours pas utiliser de dirigeable. Qu'est-ce qui pourrait bien être le problème? Oh, c'est juste que j'ai déjà vendu quelques petits dirigeables dans les îles du Sud. J'ai pris un ton aussi léger que possible avec le Premier ministre nerveux. À condition que ce ne soit que quelques. Le Premier ministre et le roi ont semblé consternés un instant, mais ils ne m'ont pas réprimandé. Ainsi, si on me voyait piloter un dirigeable sous le nom de Satou, je pourrais toujours prétendre l'avoir acheté sur la route du sucre. Vous avez dit que vous vendriez aussi des outils magiques. De quel genre d'outils s'agit-il? Ah oui, je vous en donnerai aussi quelques échantillons. Je leur ai offert 5 épées et lances magiques, puis quelques variétés de potions magiques.
Les armes appartenaient à la première génération de mes créations forgées à la main, celles qui étaient faciles à produire en série. Les épées étaient du même modèle que l'épée magique Akatsuki, vendue aux enchères obscures de l'ancienne capitale et que le vicomte Siemon avait présentée au général Ertal. Les lances étaient quasiment identiques aux épées, si ce n'est que leurs poignées étaient faites de branches d'arbres de montagne. Ce sont les épées à haut pouvoir magique qui circulent depuis peu dans le duché d'Ugosh. Je vois, vous avez donc aussi fabriqué ces épées, seigneur Nanashi. Les modèles étaient identiques, le roi et le premier ministre l'avaient tout de suite compris. Oui, il y a eu beaucoup de démons ces derniers temps, alors je me suis dit qu'elles seraient utiles pour protéger le royaume, non? Oh oui, si nous pouvions équiper nos chevaliers chevronnés d'épées magiques aussi raffinées. Le premier ministre marqua une pause. Attendez, vous comptiez en vendre beaucoup aussi? Ouais, si l'on considère qu'une centaine, c'est beaucoup, de toute façon. Voulez-vous que je donne la priorité à votre majesté et à l'armée royale pour celle-ci aussi? Oh oui, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Le Premier ministre inclina la tête en signe de supplication. Oui, bien sûr, quand je les vendrai en gros, je m'adresserai d'abord à vous. Mais je voulais en faire un produit phare de mon entreprise, alors est-ce que ça te va si on n'en vend que quelques-uns par mois? Très bien, comme vous voulez, ANC. Seigneur Nanashi. Une fois de plus, le Premier ministre faillit m'appeler « roi ancestral ». Je n'ai pas l'intention de devenir un marchand de la mort, cependant. Je ne vendrai pas de pistolets magiques, ni de gros golems, ni rien de ce genre, d'accord? Mais bien sûr, nous n'irons pas à l'encontre de vos désirs, ô grand roi ancestral. J'ai ajouté cet avertissement par précaution, mais aller voir tous les deux, c'était probablement acceptable. Il m'avait carrément appelé « roi ancestral », cette fois-là, mais j'ai laissé passer. Combien dois-je les vendre? Il vous faudra probablement environ 300 pièces d'or pièce pour les épées en mithril, non, peut-être 500. Pas question, ce serait du vol à main armée. Mais, seigneur Nanashi, l'alliage de mithril n'est qu'un revêtement, elles sont en bronze à l'intérieur. Je dirais qu'elles devraient coûter 200 pièces d'or tout au plus. Mais, seigneur Nanashi, l'Akatsuki, l'épée magique que possède le duché d'Ugosh. Les grandes familles nobles cherchaient si frénétiquement d'autres exemplaires de cette épée qu'elles avaient même offert une récompense, offrant entre 300 et 500 pièces d'or. Les épées magiques trouvées dans le labyrinthe coûtaient environ 200 pièces d'or, donc, à ce prix-là, 300 pièces d'or semblait être un bon prix. D'accord, je les vendrai à ce prix à la compagnie, mais je ne vous les facturerai que 200 pièces. Elles ne coûtaient qu'environ 5 pièces à produire, et je pouvais en gagner une centaine par heure. Je ne me sentais pas à l'aise de les vendre à ce prix. Combien en voulez-vous? J'ai une centaine d'épées magiques et 200 lances magiques. J'essayais de sous-entendre par mon ton qu'il n'en avait sûrement pas besoin d'autant, mais le roi les acheta aussitôt. Cela représentait une vente colossale de 60 000 pièces d'or au total. Mon but n'était pas de m'enrichir rapidement, alors peut-être pourrais-je utiliser ces profits pour le développement industriel du royaume de Shiga? Ensuite, nous avons discuté des potions magiques que j'avais proposées. Ces potions sont étranges, je veux dire, assez uniques. Le Premier ministre observa la gamme de potions avec curiosité. Au lieu de potions de récupération de santé et de magie pour le combat, j'avais apporté des potions énergétiques, des toniques nutritifs, des potions de compléments alimentaires, des toniques pour la pousse des cheveux et d'autres choses du genre qui, je le pensais, seraient très demandées dans la capitale royale. J'en ai offert une bonne quantité au roi et au Premier ministre en guise d'échantillon. Oui, c'est plutôt pratique, non? Cela démontre vraiment la profondeur de votre compassion, ô grand roi ancestral. Je vous le répète sans cesse, je suis Nanashi le héros. Oui, bien sûr, le roi acquiesça. Je décidai de conclure sans nier davantage. J'avais prévu de livrer la marchandise par l'un des grands dirigeables, alors ils me payèrent sur le champ. Bon, j'y vais. Si quelqu'un de ma compagnie vient vous demander de l'aide, je compte sur vous pour vous en occuper. Merci, les deux souverains accédèrent immédiatement à ma requête. Seigneur Nanashi, quand le roi sembla vouloir ajouter quelque chose, je répondis, oui, d'un ton digne de Tama. Si un seigneur démon apparaît dans notre royaume, ne vous inquiétez pas, je les éliminerai si j'en vois. Je ne voulais pas me battre directement si l'autre partie était disposée à discuter, mais à en juger par mes interactions avec le seigneur sanglier doré dans l'ancienne capitale et les autres démons majeurs que j'avais rencontrés jusqu'à présent, je devinais que ça finirait en combat. Mais, c'est censé arriver quelque part? On l'a prédit il y a quelques mois à Célivra, la cité labyrinthe, et plus récemment dans le grand désert à l'ouest. J'avais déjà déjoué le complot du démon majeur vert pour le premier, et j'étais presque sûr que le second n'était qu'un malentendu lié à mon contrat avec les cœurs de cité. D'accord, je garde l'œil ouvert. Si tu as de nouvelles informations, transmets-les-moi par l'intermédiaire de ma compagnie, d'accord? Sur ce, je quittai la chambre du roi. J'avais désormais un moyen de m'informer régulièrement auprès du roi et du Premier ministre,
mais il me fallait trouver un moyen de communication entre la capitale royale et Labyrinth City, sinon cela ne servirait à rien. Eleuthérina, mon maître m'a donné ceci. Je tendis à la noble blonde le médaillon et la licence commerciale du roi. Ces manuscrits, apparemment, c'est directement de Sa Majesté en personne. Les documents officiels seront envoyés au magasin que nous avons loué dans les prochains jours. C'est signé par Sa Majesté. Les nobles poussèrent tout un cri en l'observant. Selon elle, une simple licence manuscrite du roi suffisait à accroître la valeur et le prestige de son entreprise. Et ce médaillon? C'est impossible. L'une des marchandes leva les yeux vers moi, les yeux exorbités. Cela signifie que nous sommes autorisés à vendre au gouvernement. Apportez-le simplement avec vous au château royal. Je le savais. La marchande se protégea le visage avec son bras, comme si le médaillon émettait une puissante lumière. Elle est tellement théâtrale. Tant qu'à faire, je décidai de nommer ma représentante pour la toute nouvelle compagnie Eshigoya. Eleuthérina, je veux que vous soyez à la tête d'Eshigoya. Aime-moi, à la tête? C'est exact. Nous allions probablement vendre au royaume et à d'innombrables nobles, alors j'ai pensé que ses relations et sa connaissance approfondie de la noblesse feraient d'elle la personne idéale pour ce poste. Veux-tu le faire? Oui, je jure sur ma vie que je ferai de la compagnie Eshigoya la plus grande société commerciale de tout le royaume de Shiga. Elle semblait vraiment motivée. Il n'était pas nécessaire d'aller aussi loin, mais j'appréciais son enthousiasme. Je lui tapai l'épaule et dis, j'ai hâte. Les gens sont façonnés par les circonstances, alors peut-être devrais-je l'appeler désormais mademoiselle responsable plutôt qu'Eleuthérina ou la noble blonde. Tifalisa, tu seras responsable de la paperasse et de la comptabilité. Soutiens mademoiselle responsable, s'il te plaît. J'ai décidé de faire des filles présentes des candidates à la direction de la compagnie Eshigoya, ainsi que de Paulina et de mademoiselle sœur aînée, Sumina, qui tenait le fort de Labyrinth City. Oui, Seigneur Kuro, j'ai donné à Tifalisa, la tête froide, quelques notes de ma rencontre avec le roi et le Premier ministre. Qu'est-ce que c'est, Seigneur Kuro? Votre premier travail. Mon maître a fait des ventes à Sa Majesté et au Premier ministre. Je livrerai la marchandise moi-même, mais j'aimerais que vous vous occupiez des formalités. Le visage de Tifalisa pâlit encore en parcourant les documents. Seigneur Kuro, il est écrit ici que nous vendons 5 grands dirigeables, 20 petits dirigeables, 100 épées magiques et 200 lances magiques. Elle tourna la tête vers moi avec une telle raideur que j'imaginais presque un grincement. Oh, désolé, ce n'est pas vrai, je le savais. Tifalisa poussa un léger soupir de soulagement. Nous leur donnons un des grands dirigeables en échantillon, alors retirez-le de la liste. Ils calculeront les prix des autres dirigeables une fois qu'ils auront vu l'échantillon. À ces mots, Tifalisa et les autres filles se figèrent. C'était peut-être trop gros pour leur première commande? Impossible, une rare émotion traversa la voix de Tifalisa. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas utiliser ça pour fixer un quota. Un quota? Non, ce n'est pas le problème. Madame la directrice s'avança. Nous n'avons tout simplement pas le pouvoir de vendre des choses comme des dirigeables et des épées magiques. Que voulez-vous dire? Nous avions l'autorisation et les marchandises correspondantes. Quel pouvait être le problème? Nous ne pouvons pas protéger ces marchandises des nobles influents ou des espions d'autres royaumes. Je vois, ça ne m'était pas venu à l'esprit. Même avec le soutien du royaume, il pourrait y avoir des nobles mal intentionnés contournant la loi, ou même des forces hors de portée du royaume qui tenteraient d'interférer. D'accord, je m'occupe de ce genre de vente moi-même pour l'instant. Peut-être qu'une fois que mon groupe aurait vaincu un maître d'étage, je pourrais amener la direction de la compagnie Eshigoya dans le labyrinthe et les amener au niveau 30 environ grâce à un entraînement spécial. Pour l'instant, en attendant de leur fournir des gardes dignes de ce nom, j'utiliserai la création de serviteurs de la terre pour installer des golems de pierre et des chevaux afin de protéger les lieux. Désolée, madame la directrice, mais pourriez-vous trouver un endroit dans la capitale royale où nous pourrions construire de grands dirigeables? Ce serait pénible d'aller jusqu'à la forêt de Bolénan chaque jour pour les construire, alors les fabriquer directement en ville simplifierait grandement la vie. De plus, il valait probablement mieux embaucher des spécialistes en construction navale pour la coque, le gréement, etc. plutôt que de tout faire moi-même. De toute façon, cela créerait plus d'emplois. Très bien. De quel type d'équipement de construction navale aurons-nous besoin? Tant que c'est assez grand, ce ne sera pas un problème. Je pourrais facilement créer ce dont nous avions besoin avec la magie de la terre. Très bien, je vous laisse le reste. Je m'écartai des filles et ouvris le menu magique. Oh, encore une chose. Alors que je me retournais pour leur dire quelque chose que j'avais oublié, elles se figèrent tout à nouveau. Dans environ 1 mois, le roi nous offrira une grande demeure dans le quartier noble. Utilisez la vitrine que nous avons réservée pour le moment. Si nous commençons à vendre aux nobles, nous pourrons également utiliser la nouvelle demeure pour cela. Compris. Mademoiselle la directrice hocha la tête, l'air soulagé. Je suppose que la nouvelle du manoir n'a pas suffi à les surprendre.
Légèrement déçu par l'absence de réaction, j'ai utilisé le sort de retour pour retourner à Labyrinth City. Plus grand que Titraki, marchand d'armes, Titraki, fournisseur du gouvernement.